Chers amis, bonjour. Nous sommes le 17 octobre 2024. Il est 23 heures pour moi et 17 heures pour Jean-Emmanuel qui est au Luxembourg. Alors, on ne se connaît pas du tout. On est là en train d'échanger parce que quelqu'un a ajouté Jean-Emmanuel dans un de nos groupes CFI. Donc, je fais comme d'habitude, de temps en temps, je fais connaissance avec les personnes que je ne connais pas dans les groupes WhatsApp, etc. Donc, vous êtes des contacts de contacts. Voilà, c'est la première fois qu'on se parle. Je n'ai aucune information, je n'ai pas de LinkedIn ou etc. Donc, on parle vraiment de zéro, mais c'est très bien, ça m'intéresse aussi. Et donc, je veux tout savoir. Alors, bonjour Jean-Emmanuel, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Bien installé au Luxembourg et très, très, très heureux d'y être en fait. Très bien. Alors, dites-moi tout. Alors, qu'est-ce que vous faites au Luxembourg? Et comment Alors, vous êtes au arrivé là? Luxembourg, je suis arrivé ici parce que je suis rentré à l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Je suis violoniste professionnel donc. Et puis, une fois installé ici, puis après quelques années d'orchestre, pour pas que ça devienne une routine, j'ai créé ma société. Je fabrique en fait des accessoires pour instruments de musique qu'on appelle des sourdines et que je veux faire avec un certain souci de retour aux traditions de matériaux, avec un côté assez esthétique. Je propose un produit haut de gamme par rapport à des articles qui sont plutôt d'habitude en caoutchouc et très, très bon marché et de Industriel. très mauvaise qualité musicale en fait, qui fait que les gens n'aiment pas les utiliser. Donc, j'ai voulu remettre ça un petit peu au goût du jour. Et je fais ça parallèlement à mon activité de musicien d'orchestre. Donc, je suis à la fois employé et entrepreneur. D'accord. Bon, entrepreneur quand même dans un domaine qui est lié à votre profession, à votre passion. Absolument. Oui, donc voilà, vraiment, je fais ça. En fait, au départ, c'était un produit que j'ai voulu créer pour moi parce que les produits du marché ne me satisfaisaient pas et comme personne ne fabrique ça, en fait, je me suis fait un prototype. Et puis, quand j'ai vu le succès que ça avait auprès de mes collègues, je me suis dit, bon, bah, il faut que je me mette à fabriquer ça en quantité suffisante pour que les gens puissent se fournir. D'accord. Et c'est fabriqué où? C'est fabriqué dans ma cave. Là, j'ai mon atelier, j'ai quelques machines. Comme c'est des objets qui sont vraiment tout petits, hein, c'est gros comme ça, c'est très facile Ah, c'est de mettre fabriqué à tout la le main. matériel nécessaire. C'est fabriqué, alors non, j'ai des machines-outils, j'ai des calibreuses pour tailler les plaques de corne en fait à une épaisseur régulière. Et puis après, j'utilise une fraiseuse numérique pour faire la découpe de la forme. Et enfin, après, c'est des machines à poncer et à polir pour la finition du D'accord. Vous produit. avez un atelier. J'ai un atelier, Vous voilà. faites Mais tout vous-même. Vous c'est n'avez très... pas une usine avec une équipe et des employés, etc. Non, non, je fais tout Encore. tout seul, oui. Un jour Voilà. peut-être. Oui, voilà. Ok, très bien. Ça me fait penser à... J'ai un ami qui est en Russie qui fabrique des articles de maroquinerie. Il m'a fait visiter son atelier Oui, quand j'y étais l'année dernière. Bon, je vous en reparlerai, je vous mettrai en contact, ça peut toujours être intéressant. Et lui, je l'ai vu, enfin, il est allé en Chine récemment pour chercher de nouveaux fournisseurs. Parce que vous cherchez d'accord. des fournisseurs de cuir, j'imagine aussi. Moi, non, non, c'est vraiment la corne, en fait. Mais bon, ce sont les mêmes fournisseurs, a priori, c'est-à-dire les gens qui... D'accord. C'est Ah un oui, que des produit, cordes. que de la corne, en fait. C'est vraiment la qualité de la corne, en fait, qui est à la fois élastique et rigide et qui fait que la sourdine donne un son qui est vraiment intéressant, en fait, et qui correspond. En fait, c'était le matériau de base qui était utilisé pour faire ces accessoires La corde, elle est presque les plastiques fabriquée, elle est à derrière. base de quoi? La corne, Oui. bah, c'est quand la bête est abattue, on récupère quand elle meurt, en fait, Ah, hein, les cordes, on les récupère les cornes, cornes. l'os. D'accord. Corne. Oui, Oui, d'accord. corne, oui. Très bien, ok, ok. C'est J'avais entendu de la corde. kératine, voilà. Ok, bien intéressant. Alors, pourquoi le Luxembourg, ce que vous faites là maintenant au Luxembourg, vous pourriez le faire en France aussi, non? Oui, alors en fait, au départ, moi, je suis rentré à l'Orchestre du Luxembourg parce qu'il y avait un poste à l'orchestre et que ça m'intéressait Une proposition qui est acceptée et c'est parti. Bah, c'est-à-dire quand on cherche un travail, en fait, surtout dans la musique classique, il y a des concours de recrutement et puis Hmm. on se présente là où il y a des places et puis si on y est bien, on reste. Si on n'est pas bien, on cherche ailleurs, quoi. Moi, j'ai fait deux orchestres. Avant, j'étais à l'Orchestre de Montpellier et puis ensuite à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et puis voilà, l'ambiance dans les deux orchestres m'a pas réellement plu. Donc quand j'ai eu la possibilité de voir un peu ailleurs, je suis allé au Luxembourg. Donc j'ai découvert déjà une vie bien meilleure. Moi, j'ai toujours rêvé en fait d'être à la campagne et donc
quand j'étais à Radio France, j'habitais Paris, c'était un peu pesant pour moi. Donc, Luxembourg, c'est à la fois une capitale, mais en fait, on est en pleine campagne dès qu'on sort un petit peu. Donc, c'est vraiment le cadre de vie de rêve. Le niveau des salaires, le niveau d'imposition, vraiment, quand on revient en France, on a l'impression d'être chez les fous. Les services bancaires, c'est pareil, on a beaucoup moins l'impression de se faire voler à chaque tournant. Donc, une vie matérielle beaucoup plus confortable, avec quand même les intérêts d'être dans une capitale européenne. Donc, on trouve tout ce qu'on veut, mais on est ouvert aussi tout de suite, quoi. Donc, pas mal d'avantages ben, comme Hong Kong où je suis, sauf que vous avez l'avantage d'être en Europe, quasiment en France, Voilà. Voilà, où la langue légale, c'est le français. Donc, voilà. pas trop dépaysé. Et d'ailleurs, si on Voilà, vous exactement. offre un poste à Hong Kong, vous y réfléchissez ou pas? Parce qu'il y a aussi un Hong Kong Philharmonique ici. Oui, non, maintenant, j'ai 47 ans et j'ai plus l'âge de passer des concours. Quand, il y a 20 ans, je passais beaucoup de concours parce que c'est l'âge où on est en forme. Là, il faut avoir, comment dire, une certaine fraîcheur physique. Et passer des concours, en fait, c'est vraiment un métier à part, quoi. Jouer dans un orchestre, c'est un métier, mais passer les concours pour y rentrer, c'est quasiment un autre métier. C'est vraiment Mais c'est toujours un sur répertoire. concours? C'est toujours sur concours, Oui, ça c'est peut tout pas le... être juste une offre d'emploi. Ah non, 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 c'est vraiment que sur concours, quoi. Donc, D'accord. à la fois, il faut être bon et puis il faut avoir le facteur chance aussi, parce que des fois, on joue bien et puis le jury préfère une autre personne parce que c'est de Ouais, son comme dans tout de domaine goût. artistique. Voilà, et rien n'est gagné d'avance. On peut avoir très bien travaillé, s'être bien préparé, et puis paf, on s'est fait mal au doigt, et puis donc c'est voilà, c'est sur gros. C'est pour ça quand on nous embête un petit peu avec quand on entend parler d'histoire de recrutement dans la diversité, enfin, les critères, ce qu'ils appellent des DEI aux États-Unis, Ouais. qu'ils ont commencé à appliquer en Angleterre, c'est scandaleux parce que nous, en fait, on fait le concours la plupart du temps, c'est derrière par avant, donc on ne sait même pas qui est en train de jouer, en fait, et on ne juge que la qualité Oui, enfin, la qualité musicale de la personne qui est en train de jouer, quoi. Puis après, c'est le dernier tour, on enlève le paravent. Et voilà. Donc, d'accord. Bon, c'est un métier qui a gardé des spécificités qu'on essaye aussi de conserver, parce que c'est ça qui est vraiment une garantie de qualité, en fait. On prend ok. toujours que les meilleurs, quoi, que ce soit un homme, une femme, ou ce qu'on veut, enfin, on s'en fiche, quoi. On juge que la qualité du travail. C'est ce qu'il faudrait faire dans tous les domaines, hein. Ouais. C'est ce qu'il faudrait faire partout, oui. Ouais. Alors, comment est la vie au Luxembourg concrètement? Quelle est la différence avec la France, à part ce dont on vient de parler, l'imposition, les banques, etc., les salaires? Comment sont les gens? Comment est la sécurité? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, le Luxembourg, en fait, quand je suis arrivé en 2003, c'était vraiment un vrai paradis. On pouvait laisser ça. Enfin, moi, quand je suis arrivé, je voyais des décapotables garés dans la rue avec la capote ouverte et la clé sur le contact, le portefeuille sur le siège. Et ça craignait rien. Il y a 20 ans, c'était vraiment comme ça. Maintenant, ça a commencé malheureusement à changer. On est en train de rattraper La d'autres France? pays de ce point de vue. Voilà. La France, la Belgique, c'est pareil. L'Allemagne, c'est pas terrible non plus. Donc, en fait, j'ai longtemps été frontalier, donc je connais assez bien la Belgique et aussi l'Allemagne où j'ai vécu 17 ans avant d'emménager ici. Donc je travaille au Luxembourg, mais comme le logement étant très cher, en fait, au début on s'est logé dans les pays frontaliers proches. À On a Metz, évité par la... exemple? Non, bah non, en fait j'ai évité la frontière française parce que là c'est l'assurance de passer des heures dans les bouchons tous les jours et Hmm. que j'avais vraiment pas Ah, envie. donc plutôt Belgique et à côté. Ok. Bah, d'abord la Belgique, alors la Belgique c'est tellement un pays de fou administrativement avec les services qui sont comment dire, qui sont décentralisés à un point que on ne sait plus à qui s'adresser pour telle ou telle formalité, parce que des fois, il faut s'adresser à la région, des fois, il faut s'adresser au ministère, mais on ne trouve même pas le numéro enfin, à l'époque, on ne trouvait même pas les numéros des services dans les annuaires, par exemple, donc c'était un truc à rendre fou. Donc, après 2 ans à avoir loué en Belgique, quand on a cherché à acheter une maison, on s'est tourné tout de suite vers l'Allemagne parce que les prix étaient beaucoup plus intéressants. Et qu'à l'époque, c'était vraiment très bien de vivre là-bas. Puis, ils ont commencé à devenir fous au niveau fiscal il y a 5 ans. Et ça, j'en parlerai après. Mais du coup, on a mis les voiles, on a eu une belle occasion de s'installer au Luxembourg et de résider dans le pays où on travaille.
c'est quand même toujours la meilleure solution. En fait, l'Allemagne, moi je suis employé à l'orchestre, donc comme tous les employés frontaliers, on paye des impôts dans le pays où on travaille et on n'a plus d'impôts sur le revenu à payer dans le pays de résidence. Ah bon? Voilà, ça c'est comme ça, enfin en Europe c'est toujours comme ça quand on est travailleur frontalier, même avec la Suisse, on paye des impôts dans le pays d'activité et dans le pays de résidence on paye la taxe foncière, taxe d'habitation, mais on ne paye pas Ok. d'impôt sur le revenu du travail salarié. Euh, il se passe que l'Allemagne, qui est manifestement aux abois, qui cherche de l'argent dans tous les coins de tiroir, a décidé, suite à la mise en conformité de l'accord de double imposition entre les deux pays par rapport au modèle de convention fiscale de l'OCDE, ils ont rajouté un article qui concerne les artistes pardon, et les sportifs, euh, qui est complètement flou en fait. Et donc, dans le droit luxembourgeois, comme dans le droit allemand, un artiste, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui paye ses propres cotisations sociales, qui a éventuellement son agent, mais qui gère en fait toutes ses charges et qui décide lui-même de comment il travaille en fait. Alors que moi, je suis employé, comme quand j'étais à l'orchestre de Radio France, Hmm. par exemple. Euh, Au Luxembourg, on est, on a le statut d'employé, tous les musiciens de l'orchestre. En Allemagne, tous les musiciens d'orchestre permanents ont un statut d'employé et pas du tout d'artiste. Mais comme dans la convention fiscale, le terme d'artiste n'est pas défini, Ah, c'est incroyable. et que nous, en fait, on dépend de la convention fiscale, donc on est extrait de la, on ne peut pas profiter ni de la loi luxembourgeoise ni de la loi allemande. On ne dépend que de la convention fiscale, et comme le terme artiste est flou, il nous dit, ah, vous jouez du violon, donc vous êtes artiste, donc vous, c'est tel article, il faut nous payer la différence de taux d'imposition, ce qui revenait à devoir leur faire cadeau 2 mois de salaire par an, en plus de ce que je paye déjà au Luxembourg. Ok. Du Bon, jour au lendemain, en fait, ils ont changé complètement leur politique, alors que ça faisait 40 ans que tous mes collègues qui habitaient en Allemagne en travaillant à l'orchestre n'avaient jamais eu d'impôt à payer là-bas. Et là, on s'est vraiment fait racketter, donc on s'est enfui, en fait. C'est d'accord. Bon, c'est la politique. intéressant. Ouais, je suppose qu'il y a Voilà. il y a des moyens de contourner ça. Non, il y a peut-être des artistes, des musiciens qui sont en contrat de, je sais pas, par exemple, d'enseignants. Non, Ils enseignent la en fait, musique et après, l'Allemagne du a coup, ils sont essayé, en fait, pas. ils ont essayé de gratter un peu chez tout le monde. Ils ont une fois essayé de taxer les professeurs au Luxembourg parce que les professeurs corrigent les copies à la maison, donc c'est du travail à la maison qui doit être taxé. Ils ont perdu le procès devant le tribunal fédéral des finances. Il y a eu une histoire récente avec les chauffeurs de bus luxembourgeois qui amènent du Luxembourg au Luxembourg, mais qui empruntent des portions de route allemande où ils voulaient taxer le salaire des chauffeurs. Non, parce Voilà. qu'ils passaient par Parce que l'Allemagne aussi. la portion de route empruntée, c'était du travail fait en Allemagne, alors qu'il n'y a pas d'arrêt en Allemagne. Là aussi, ils ont perdu. Et là, nous, maintenant, avec mes quelques collègues frontaliers ou ex-frontaliers allemands, on est en procès, on attend le résultat parce que enfin, c'est totalement discriminatoire. La Philharmonie de Luxembourg, c'est un établissement public. On a plein de corps de métier dedans. Tous les techniciens, en fait, qui sont rattachés à l'orchestre, par exemple, les régisseurs qui déplacent les chaises, les pupitres, qui viennent avec nous en tournée à l'étranger, qui ont les mêmes horaires de travail que nous, eux, ils sont employés puisqu'ils ne sont pas artistes. Donc, eux, ils ne payent pas d'impôts. Mais nous qui avons le même employeur et les mêmes conditions de travail, mais juste parce qu'on joue d'un instrument, on n'a pas le même statut fiscal. Donc, c'est de la discrimination pure et simple, en fait. Donc, voilà, c'est l'Allemagne. Ils essayent maintenant de gratter je ne sais plus quelles autres professions. En fait, ils essayent partout et puis des fois ça marche, des fois ils perdent. Mais de toute façon, ils n'ont jamais qu'à rembourser sans intérêt les sommes qu'ils ont perçues en trop. Eux, ça leur fait toujours gagner en fait un crédit sans intérêt pendant quelques années, le temps que. Ok. Bon, en tout cas, Donc, c'est pas mal de petites histoires. Entre les pays européens, c'est assez complexe. Moi, je n'ai pas ces oui, problématiques. Donc, oui, voilà. oui, En voilà, tout c'est l'avantage. cas, bon, on apprend des choses sur l'Allemagne, sur la France. Est-ce que la France vous manque? Est-ce que vous allez rentrer en France tôt ou tard? C'est quoi votre sentiment? Comment vous voyez la situation de la France? Alors moi, en fait, à chaque fois que je vais chez mes parents qui sont à Nice, je suis de plus en plus catastrophé par la dégradation des conditions. Chaque fois qu'on va jouer à Paris aussi, je vois comment Paris se dégrade. Enfin, moi, ça me fait vraiment très mal au cœur et j'ai pas du tout l'intention, dans l'état actuel des choses, de revenir en France, et pour des questions de sécurité, et pour des questions de matraquage fiscal aussi.
euh, et des questions également de simple respect des libertés fondamentales, de circuler, de s'exprimer et tout. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment, c'est plus la même France que celle où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, Hmm. Il y a plus de de nombreux liberté au points de vue. Luxembourg? Au Luxembourg, oui. Luxembourg, c'est un pays déjà qui est beaucoup plus consensuel. En fait, il n'y a jamais une telle opposition politique. Les gens se tapent jamais dessus, quoi. C'est toujours, c'est quand même le pays du consensus, quoi. Et les gens ont vraiment le droit de s'exprimer. Ils ont gardé un sens assez solide des traditions aussi. C'est un pays qui est très catholique. Il y a beaucoup de, comment dire, tout bêtement des traditions villageoises, quoi, qui peuvent pas, ou en France, on crache dessus en disant, ouais, c'est des trucs de plouc et tout. À Luxembourg, ça reste vraiment important. Dans chaque village, il y a une fanfare. Il y a toujours des activités vraiment traditionnelles, quoi. Et ça, c'est C'est un important, pays en fait. qui fait des efforts pour conserver son identité. Voilà, parce que, en fait, comme ils sont envahis, la population de Luxembourg, je crois qu'elle double chaque jour entre 8 heures du matin et 16 heures. Envahi par les Français notamment, Les Français, les Belges, quelques Allemands. Les Luxembourgeois sont très attachés à justement pas être noyés un peu dans la. Mais bon, même si après, depuis, comment dire, depuis la crise de Syrie, ils ont commencé à importer des tas de gens qui sont plus ou moins réfugiés, plus ou moins légitimes. Du coup, on a eu une grosse vague migratoire en fait du Moyen-Orient et en particulier. avec quelles Sauf que ça a conséquences? été assez brutal et que maintenant les Luxembourgeois commencent un petit peu à voir ça d'un mauvais œil. Et j'entends de plus en plus de gens qui avant étaient très oui, vive l'Europe et tout ça, qui sont de plus en plus contestataires maintenant. Entre ça et la politique au moment de la crise Covid, je sens qu'il y a comment dire, un réveil un petit peu du Luxembourg, ce qui me fait plaisir Comme à la voir. plupart des pays en Europe, Voilà. ou en Occident. Voilà. Mais sauf que les résidents, les Luxembourgeois sont quand même largement majoritaire parmi les résidents, en fait. Ils ont moins d'impact migratoire, même si on commence à le voir de plus en plus quand on prend les transports en commun en particulier. D'accord. Mais il y a un côté peut-être un peu trompeur parce que les Luxembourgeois eux-mêmes sont très attachés à leur voiture. Donc, dans les transports, on voit les gens qui sont pas luxembourgeois. Ok, bon, intéressant tout ça. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez été ou que vous êtes peut-être toujours engagé politiquement. Comment vous analysez la situation en France, en Europe, comment vous voyez l'avenir? Alors, je vois les choses, il y a des choses qui me rendent optimiste et des choses qui me rendent très pessimiste. Je vois quand même la parole qui se libère parmi les gens qui en ont marre d'être délaissés au profit systématique de gens à qui on donne des droits sans qu'ils aient rien fait pour les gagner. Les Enfin, moi, clandestins, c'est par pas. exemple? Vous parlez de qui? Pardon? Des clandestins, les Bah, migrants, par exemple? je parle Les chômeurs? quand on voit les révoltes qu'il y a en Irlande, qu'il y a en Angleterre, les résultats électoraux qu'il y a en Hollande, même récemment en Allemagne, où à chaque fois on dit ouais, c'est l'extrême droite, alors que bon, c'est surtout les gens qui en ont ras-le-bol. Donc ça, c'est ce qui me fait plaisir, c'est que les gens en ont ras-le-bol, ils ont plus peur de l'exprimer maintenant, alors qu'avant c'était l'Allemagne, quand je vivais, c'était refugees welcome partout. Maintenant, ça a quand même changé. Les gens, ils ont rien contre les vrais réfugiés, mais ils veulent pas non plus avoir n'importe qui en quantité un peu industrielle. Et d'un autre côté, voilà, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est par rapport à ce réveil de la parole, l'espèce d'étouffement délibéré des libertés publiques, le sabotage des économies nationales, en particulier en France, mais pas seulement. Où, on dit qu'il n'y a plus d'argent, mais ça dépend toujours pour quelle cause. Et quand c'est pour distribuer de l'argent aux pays étrangers ou aux gens qui n'ont jamais contribué à l'économie, et c'est de l'argent qui est surtout qui n'est pas investi en fait, qui est brûlé en pure perte. C'est-à-dire l'argent qui va en Ukraine, par Euh, exemple? Par exemple, voilà, mais pas seulement en fait, hein, euh, L'argent les qui va au sommes pays en folles qui sont développement, soi-disant développement. voilà, les sommes folles qui sont dépensées pour accueillir les migrants. Moi, quand j'étais en Allemagne, on m'avait dit que les réfugiés qui sont pas tous des vrais réfugiés,
Ils étaient payés 3 000 € par mois. Enfin, ils coûtent 3 000 € par mois. Ils ne sont pas payés 3 000 € par mois. Mais ils coûtent. Si, alors c'était quelque chose qu'il fallait pas dire, c'est une fonctionnaire qui me disait, voilà, ils touchent ça, et ils doivent trouver un travail, et en attendant de trouver un travail, il faut qu'ils apprennent l'allemand. Donc en fait, tant qu'ils n'avaient pas leur certificat qui parlait suffisamment bien l'allemand pour un travail, ils étaient subventionnés à cette hauteur-là, avec des super vêtements de marque, des téléphones portables et tout, hein. Ça, Au c'était cadeau. Luxembourg, en Allemagne, En Allemagne, en Allemagne. 3 000 € Et il par fallait mois surtout rien dire. Oui, d'argent de poche? d'argent de poche. Alors je sais pas si c'était pour peut-être pour des familles entières, des cellules Ah, familiales, mais en bon, tout cas c'était bon. Bah, si c'est une famille mais de 5 personnes ou de 10 oui, personnes, enfin c'est déjà pas si mal que ça quoi pour rien foutre. Et donc oui, c'est quand même la beaucoup. Ouais. spécialité c'était les cours d'allemand qui étaient gratuits, donc aucun comment dire aucune obligation d'y aller parce qu'ils avaient ça gratuitement en fait. Bah, ils étaient inscrits puis ils se foutaient toujours en congé maladie. Comme ça prolongeait d'autant leur formation en allemand qu'ils n'avaient pas du Ouais, tout noté ouais, sur le bah, truc. Enfin, voilà ça. effectivement, c'est beaucoup d'argent qui, voilà, bon, c'est certainement une forme d'investissement pour 1% ou un peu plus du Voilà. minimum, mais c'est vrai que c'est quand même de l'argent c'est une dépense, c'est un coût, c'est Voilà, un c'est une investissement. dépense. Après, quand on voit que, enfin, même en Allemagne, l'état des hôpitaux, enfin, l'état de délabrement des Mm. bâtiments, les écoles, c'est pareil. Le collège où étaient mes filles, c'était les parents, les associations de parents d'élèves qui se cotisaient pour acheter de la peinture et rafraîchir les salles parce que il n'y avait pas d'argent Ouais. pour, pour repeindre les murs, quoi. Bah, tout comme un hôpital à Paris a fait un appel aux dons pour acheter je sais plus quelle machine. Ouais, bah. Voilà. Et au Luxembourg, ça se passe, c'est bien géré tout ça? Luxembourg, c'est très bien géré. Pour ça, l'argent public ne fait pas défaut pour les choses qui sont vraiment d'utilité publique. Donc évidemment, le Luxembourg retire beaucoup de recettes des multinationales qui sont là avec encore Oui. quelques avantages fiscaux de moins en moins grands. Le secteur bancaire qui est de moins en moins attractif à force d'avoir des contrôles de partout. Donc Oui, je autant quand sais je suis que arrivé, il y a des le assurances vie secteur bancaire faisait luxembourgeoises qui sont vraiment... prises depuis Hong Kong. Oui, voilà. Oui, non, puis surtout, on a tué le secret bancaire et on a tué un peu le secteur bancaire, quoi. Il y a encore un savoir-faire qui reste, mais les gens ont de plus en plus de bâtons dans les roues. Moi, je sais que récemment, en fait, ma femme est japonaise, on revenait du Japon avec euh, du liquide qu'elle avait retiré de ses comptes là-bas. En fait, au lieu de faire des virements, de payer des frais de virement, on avait toujours pris l'habitude de retirer du liquide de son compte et de le ramener en cash à la banque pour le déposer, ce qui n'avait jamais posé de problème. Maintenant, même en prouvant l'origine des fonds, ils veulent plus entendre parler de cash. On ne peut plus déposer du cash à la banque parce que ils ont la trouille de se faire taper sur les doigts parce qu'ils ont accepté du cash. Enfin, maintenant, donc, quand je parle aussi de voilà, la fin des libertés publiques, on fait tout pour décourager les gens d'utiliser le liquide. Je ne sais pas comment c'est à Hong Kong. Je pense que les gens doivent encore faire beaucoup de transactions en liquide, je suppose. Oui, à Hong Kong, oui. En Chine, beaucoup moins, mais à Hong Voilà. Kong, ça reste très courant. Et ici, on s'approche de plus en plus vers que les solutions numériques et ultra traçables où maintenant, n'importe qui peut savoir quand j'ai acheté une baguette de pain à quel endroit et en compagnie de qui, quoi. Enfin, donc voilà, je suis un peu pessimiste de ce côté. Quand on voit voilà, ce qui se passe notamment avec le nouveau gouvernement anglais en particulier sur la pénalisation de la libre expression de gens qui ont rien dit de foncièrement haineux ou quoi que ce soit et qui se retrouvent en prison. Et pour les mettre en prison, on libère des vrais criminels. Et voilà, en France, on a des gens qui auraient tendance à vouloir faire la même chose. Heureusement, ils sont pas encore au pouvoir, mais bon, euh, aux dernières élections, on voit que ça monte de plus en plus et que ça sera un peu la lutte entre les gens qui veulent D'accord. vraiment Donc, on sauver fait, la bon, France on et les fait à gens. peu près les mêmes constats. Mais en tout cas, ce que Voilà, vous dites là, c'est que être au Luxembourg, ça permet d'échapper plus ou moins à toute cette tendance. voilà pour l'instant. On n'a Peut-être, pas, on n'a pas une extrême pour gauche ultra l'instant. Oui, active, on parce n'a que pas des. Voilà, ça risque de se répandre dans tout le reste de l'Europe. En ce voilà, moment, ça s'arrête. Ok, très bien. Je crois que vous voulez parler de culture. absolument. Voilà. Alors, donc, moi en tant
comment dire, français assez attaché à la France et à son identité. Pour moi, ce qui est le plus important, justement, quand on parle de conflit civilisationnel, c'est de préserver l'identité culturelle. Et je trouve que les partis qui se, comment dire, qui se présentent comme voulant sauvegarder la France, parlent pas assez, justement, il n'y a pas de meilleur moyen pour protéger la France et la préserver que, justement, d'entretenir et de transmettre toutes les traditions culturelles, les savoir-faire, les choses qui sont vraiment spécifiques, la littérature, la musique classique, la peinture. Voilà. Alors à l'école, évidemment, on n'enseigne plus du tout ça aux enfants parce que c'est beaucoup trop élitiste. Alors on en fait des crétins et surtout, quand on parle de culture, c'est avant tout la culture américaine qui est de plus en plus wokisée et les cultures importées. Alors moi, ça me dérange pas de les cultures importées, c'est enrichissant de connaître les autres cultures, mais ça n'est enrichissant que quand on connaît déjà d'abord soi-même sa propre culture. Et celle-ci, elle est de plus en plus gommée et effacée. Et moi, ce qui me fait justement plaisir, c'est dans un métier où traditionnellement les gens sont plutôt très à gauche, il y a de plus en plus de gens, y compris des gens qui il y a quelques années, me disaient, ah ouais, non, moi je suis de gauche, en présentant ça comme vraiment une supériorité morale évidente. Et puis, qui commencent à, des fois, au détour d'un couloir, ouais, mais en fait, tu sais, et je vois qu'il y a de plus en plus dans les métiers artistiques basés sur une certaine tradition, on va dire, comme la musique classique, le ballet, les choses vraiment qui sont ancrées dans une tradition, le spectre politique se déplace de plus en plus vers, alors quand je dis la droite, c'est pas tellement la droite du point de vue les républicains, quoi. C'est pas non plus l'extrême droite, c'est vraiment le côté vraiment patriote, en fait. Comme on peut avoir des gens Patriote, qui se disent de gauche et qui sont très souverainiste, patriotes. Voilà, souverainiste et surtout patriote, en fait, chez les artistes. Parce il faut préserver, en fait, hmm. Ben, une c'est culture lié qui est en train de... à la musique aussi. La musique elle-même, elle a une histoire, c'est une culture. Absolument, voilà, et Normalement, de c'est nos vraiment... jours, selon les, voilà, on pourrait dire que tous les artistes dans la musique devraient être de droite. En tout cas, dans tout ce qui est orchestre philharmonique. Ils devraient, parce qu'ils sont là, Oui, ils oui, devraient voilà, mais vouloir préserver tout dans cela. le théâtre, ce sont des gens qui sont là pour préserver la langue française, voilà, la littérature, Oui, aussi, mais dans votre logique. il y a une espèce d'omerta, c'est vraiment, il faut s'afficher de gauche pour être bien vu et Oui, oui. tout, et Mais après, les temps ont changé. Autrefois, il fallait s'afficher de gauche parce qu'il fallait avoir des valeurs sociales. voilà, Aujourd'hui, on a un peu dépassé ça, c'est-à-dire que la gauche, c'est plus des valeurs wokistes. Et donc, le wokisme, ça va absolument, à l'encontre des valeurs des valeurs d'artistes traditionnels, même ceux qui sont dans la absolument. littérature, etc. Donc, ne serait-ce que le langage inclusif, ben ça, l'écriture inclusive, voilà, ça colle pas avec tout ce qui est Académie française, etc. Et donc, de la musique aussi, j'imagine que enfin, voilà, c'est- En fait, nous, on est vraiment attaqué dans le sens, la musique classique, c'est européen, c'est blanc, donc c'est facho, en fait. Le raccourci est très, très rapide à faire. Et il y a quand même des gens qui commencent à prendre conscience de ça, même des. Alors, à un moment, beaucoup de collègues viraient écolo parce que oui, il faut protéger la planète et tout ça. Alors, très sensible aux arguments qu'on entend à la télé. Ou, évidemment, si on essaye de se renseigner un peu plus précisément, les écologistes sont peut-être pas les meilleurs défenseurs de la nature, en fait. Mais maintenant, les gens commencent à voir le danger, en fait, parce que les écolos se sont clairement affichés d'extrême gauche. À Lyon, par exemple, à Bordeaux, les mairies écolos ont vraiment sabré les subventions à l'Opéra de Bordeaux, l'Opéra de Lyon. C'est comme des institutions nationales qui touchent une partie de comment dire, de la subvention du ministère de la Culture et une grosse partie aussi de la ville et les municipalités écolos ont sabré là-dedans. Donc, Ils auraient alloué dans ces budgets dans où ça? alors la décoration de rue magnifique qu'on voit fleurir à Noël. Le drapeau dans- LGBT?
Par exemple, voilà, les sapins de Noël Ah oui, en en cajou à carton, tomates. j'ai vu ça, ouais. Oui, voilà. Tout ça, oui. Comment dire, les séances d'initiation LGBT dans les écoles, mais surtout pas la culture, voilà, pas la musique classique. Ça, c'est vraiment le truc de facho. C'est horrible. Donc Ouais, voilà, bah, ah oui, il y a vraiment une tendance malsaine, malheureusement. oui, c'est une volonté de Ouais. destruction, en fait. Et heureusement, mes collègues commencent à ouvrir petit à petit les yeux de plus en plus. Enfin, j'ai de plus en plus de collègues qui commencent. Il y a toujours évidemment des gens qui croient Il dur y a comme un fer. réveil des artistes. Pardon? Il y a un réveil Oui, des voilà. artistes. Il y a une prise de conscience, voilà. Bon, c'est un petit. Ben, j'espère que ça se confirmera parce que dans le milieu de l'art aussi, à Hong Kong, je le vois, tous ceux qui sont qui font la promotion des musiques classiques, etc., c'est beaucoup de gauchistes, de macronistes. Oui, Mais bon, si ça se confirme que ce monde est obligé de se définir de plus en plus à droite par conservatisme pour conserver la culture et les oui. En traditions. fait, voilà, Ouais. disons que c'est pas tellement à droite c'est vraiment, c'est juste seulement conservateur dans le sens conserver des savoirs conservateurs comme un conservateur de musée, quoi. On a le devoir de préserver, Préserver la flamme. voilà, de préserver un héritage culturel, quoi. C'est- D'accord. Donc, vous m'avez parlé de politique culturelle rapidement avant qu'on commence cet entretien. Peut-être qu'on peut finir sur ce sujet. C'est quoi votre vision d'une politique culturelle? Bah, ma vision, c'est que politique culturelle, moi j'entends, en fait, quand j'entends parler des gens de droite, justement, c'est un peu ce qui m'ennuie, c'est que soit on entend il faut. Alors évidemment, quand on regarde les LR et tout, en fait, ils suivent la politique culturelle de la gauche. Ils n'osent pas voilà, faire de remous. Mais quand on va vers la droite plus souverainiste, c'est faut supprimer le ministère de la Culture, faut laisser faire le marché. Ce qui est une autre hérésie parce que la culture, c'est quelque chose qui n'a jamais été rentable. Ça a toujours été des mécènes Oui, un royaux, poste de dépense, c'est symbolique. Voilà. Mais c'est vraiment c'est de l'affichage et c'est je veux dire c'est vraiment c'est du comme on dépense de l'argent pour bien s'habiller quand on va en public quoi. Je veux dire c'est la même chose en fait c'est la vitrine d'un pays. Même hmm, les soviétiques ils ne sont pas trompés où ils ont vraiment justement développé une filière musicale qui était vraiment une des plus belles vitrines de l'Union soviétique. C'était une des seules choses qui marchait dans tous les pays de l'Est. le cœur de l'armée rouge. Voilà, c'était non mais pas que ça, hein, je veux dire, mais l'orchestre, enfin, les grands orchestres orchestre de Leningrad, les ballets russes, la ballet Kirov, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Euh, Comme les sportifs aux Jeux Olympiques aussi, de la même manière, quoi. C'est vraiment c'est la vitrine d'un pays, quoi. Il faut gagner, il faut être le meilleur. En Russie, ils étaient très attachés à gagner tous les concours internationaux de musique. Donc tant Oui, qu'il y mais avait c'est logique. l'URSS, c'était énormément de Russes qui remportaient les concours parce que c'était vraiment l'usine à champion, en fait. Et nous, en fait, la droite souverainiste, en tout cas le camp patriote, oublie complètement ça. Et si on ne protège pas notre culture, si on la transmet pas, en fait, on va protéger quoi, en fait? C'est Et pas juste un patrimoine génétique. qui oublie ça? Parce que j'ai pas noté de proposition de ce sens. Au contraire, je me rappelle que Zemmour, par exemple, a proposé qu'on supprime le ministère de la Culture, mais qu'on le remplace par un ministère du patrimoine. Donc, ça me Oui, semble cohérent, ça me semble bien, ça. oui, mais quel patrimoine? C'était pas très défini et c'était, comment Ouais, dire, un bon, point de son programme qui était un peu trop succinct à mon goût, en fait. d'accord, ouais, Et effectivement. voilà. Et même si, bah alors, si dans le programme, ça a pu être peut-être développé, mais dans le discours, en tout cas, on met pas assez en valeur ça. C'est-à-dire Oui, que ouais, c'est sûr moi, que ce que dans je le reproche, discours, il a beaucoup plus parlé de grands remplacements que de culture, oui. voilà, ce que je reproche à Zemmour, c'est d'avoir donné un peu les verres pour se faire battre en se battant sur le côté on veut pas des étrangers, alors ce qui rend très facile à le caricaturer pour la gauche et qui effraie les indécis. Hmm. C'est-à-dire ça, c'est typiquement le genre d'argument qui ne prêche que les convaincus, en fait. Oui, Euh, c'est vrai. et justement, au lieu de baser son discours sur une politique de rejet, il aurait mieux fait, stratégiquement, je pense, de le baser sur une politique de protection et de conservation du patrimoine Voilà. et de Plus de mise en valeur. positif.
Pardon? plus de positifs, de propositions pour Absolument. développer quelque chose. Voilà. Donc, voilà, la culture, le patrimoine, il fallait développer Parce ça. que là, personne ne peut attaquer là-dessus. Personne ne peut dire que c'est mal de C'est vouloir du bon préserver, sens. Ouais. voilà. Ah, si, Et les ça écologistes n'effraie peuvent pas les attaquer politiques. dessus. Voilà. Donc voilà, moi, mais c'est le reproche que je faisais à Zemmour, parce que c'était lui qu'on entendait beaucoup, mais tous les gens qui se disent patriotes, voilà, c'est le grand impensé, en fait, de comment la culture permet justement de mettre en valeur la protection de la France par des aspects beaucoup plus positifs. Et sans changer comment dire, le fond de la ligne politique, c'est pas, il s'agit pas d'adoucir le discours, mais simplement, au lieu de reparler tout le temps que d'immigration, sans parler Il ne du faut pas grand délaisser remplacement les culturel, en points fait. sur des valeurs importantes, voilà, sur la culture et tout le reste. Donc, faut développer Voilà. ça. Voilà. Faut étoffer un peu le Voilà. programme dans ce sens. Parce que c'est pareil, on est, je veux dire, on a l'invasion culturelle américaine, quoi. Je veux dire, Netflix, enfin, tout ce Mm. qui sort de Hollywood et qui est en train de laver le cerveau des gens complètement. Ouais. Et de plus en plus dans le mauvais sens. Là, Voilà. Et puis, limite, moi, perso, je suis pas forcément anti-américain. J'aime bien les blockbusters, mais bon, maintenant, il y a beaucoup de non, mais changements. le problème, c'est que ce sont des outils de propagande, en fait. Et Mm. côté création cinématographique française, maintenant, on voit plus que le même genre de film qui passe toujours le même scénario. Les vieux bourgeois cons qui apprennent à trouver, à faire connaissance d'un pauvre migrant et qui trouvent que finalement il est bien sympathique et tout. Voilà. Et c'est que ça, et c'est l'argent des impôts des Français. En fait, Un peu à comme chaque fois, je me dis Intouchable, qu'un nouveau film qui même c'est un très bon film, mais bon, voilà, on voit ce qu'il y a derrière. intouchable, voilà, ça, c'est encore bon. En plus, c'est une histoire vraie, mais maintenant, enfin, moi, ça, c'est il y a 15 ans. Mais ce qui sort Oui, maintenant, oui. les films que je vois sortir maintenant, quand je vois le pitch, c'est toujours le même. C'est 125 fois le même film et Oui, il y a parce de qu'il y a un moins en moins de gens récit. qui vont les Il voir. faut faire passer un tel récit, etc. Ouais. Et il y a de moins en moins de spectateurs, et ces gens-là ont tué le cinéma français, et ils continuent à se Mm. gaver de subventions. Alors, ça donne envie de dire qu'il faut créer une ministère de la culture, mais non, le ministère de la culture, il doit exister, mais il doit payer des programmes de qualité. C'est comme je disais, nous, quand on fait des concours d'orchestre, on recrute les gens, derrière par avant, on s'en fout s'ils sont noirs, jaunes, bleus, verts, voilà. On écoute la qualité du résultat et on prend le meilleur. Le, le Centre national du cinéma devrait sélectionner les produits sur la qualité et faire revenir du public et proposer quelque chose de typiquement, comment dire, culturellement français, pas quelque chose Ici. Ben, quelque chose qui d'idéologisé. représente l'identité française. Voilà. C'est pas un gros mot. Ou l'état d'esprit français, en tout cas. Voilà, quand on regarde le cinéma Et français des années le 50-60, il y savoir-vivre, avait la culture française. Ouais. voilà, une immense diversité de films. Il y avait des comédies, il y avait des films noirs, mais il y a vraiment un état d'esprit français qu'on retrouve partout, comme quand on regarde des cinémas italiens, s'il y avait l'état d'esprit italien. Voilà, tout ça, ça a disparu parce que maintenant on fait de l'idéologie systématique. Ok, très bien. Alors, j'ai pas trop vu le temps passer. Ça fait quand même bien presque trois quarts d'heure. Est-ce que Oui. vous avez, voilà, est-ce qu'on peut conclure sur un sujet qui vous tient à cœur? Un dernier mot? Euh, ben non, non, bah, là, ça, c'est le sujet qui me tient le plus à cœur. Voilà. Voilà, on a parlé de tout. Je ne sais pas si j'ai parlé avant l'entretien filmé ou enfin enregistré, ou si je l'ai fait pendant. C'était juste, voilà, en tant Ah, les qu'entrepreneur à certifications. côté. Pardon? Les certifications de l'Union européenne sur le cuir, En etc. fait, le millefeuille normatif qui fait que voilà, moi j'ai une petite Les entreprise, normes je fabrique européennes. des accessoires. Et par rapport aux matières premières que j'utilise, ben, en fait, il faut que j'ai maintenant des tampons de certification sur la déforestation et tout, euh, qui, en fait, qui touchent tous les gens qui vont, les maroquiniers qui font du cuir, les gens qui travaillent le bois, qui fabriquent des instruments de musique ou des meubles, voilà. Ça fait monter les prix, ça rend les matières premières inaccessibles aux petits. Par exemple, j'ai une amie maroquinière qui m'expliquait que voilà, en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est les gros maroquiniers comme Vuitton, comme Hermès et tout, encore Hermès, c'est une entreprise familiale, mais tous ces gens-là qui sont gros et qui s'attribuent toute la matière première parce qu'ils ont les moyens de tout faire certifier d'un coup,
et ils laissent Hmm. plus rien en fait aux petits artisans. Donc en fait, non seulement on On est en train de renchérit le tuer coût les des petits produits, on artisans. renchérit le coût du travail, mais on tue le savoir-faire artisanal. Ça aussi, ça fait partie de la défense culturelle. C'est on tue les artisans et donc quand il n'y a plus d'artisans, bah, il n'y a plus le savoir-faire. Voilà, Alors, par on exemple, sait pour quoi? apprendre C'est à l'Union travailler, européenne. Alors, c'est les normes de l'Union européenne. absolument, et qui sont appliqués avec un zèle démesuré par la France, qui souvent rajoute encore une louche Hmm. de bureaucratie et de taxes sur ce qui est déjà imposé par l'Union Alors, européenne. qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut sortir de l'Union européenne ou il faut la réformer? Euh, Là, pour moi, c'est une grande question. À mon avis, il faut déjà, tant qu'on y est, il faut essayer de la réformer, mais il ne faut pas s'interdire d'en sortir dès qu'on a une occasion de pouvoir le faire sans y laisser trop de plumes. Moi, je ne suis pas au débat, il faut en sortir, non, il faut la réformer. Je veux dire, il faut être pragmatique et il faut essayer d'agir au mieux d'où on peut et à chaque fois qu'on Hmm. peut, en Ouais, fait. il faut se débarrasser de ces normes inutiles. Voilà, et les choses se feront naturellement. Si chacun se bat, en fait, de son côté, si chacun essaye de faire évoluer le monde autour de lui, si chacun essaye de faire ça, en fait, c'est ça qui va faire des grands changements. C'est des petits changements de chacun, initiés par chacun, qui vont, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, quoi. Ouais. C'est pas une élection, c'est pas aller se battre dans la rue qui va nécessairement changer quelque chose. C'est surtout essayer de changer les choses. Ce dont je parlais tout à l'heure, pardon, de la fin du liquide et tout ça. Euh, il faut se battre, il faut utiliser de l'argent liquide autant que possible. Pas se laisser bouffer par la numérisation qui nous emmène tout droit vers le crédit social et le pass qui sera un pass numérique généralisé sur le modèle du pass sanitaire. Enfin, moi, je suis convaincu parce qu'il y a trop de choses, trop d'indices qui convergent en fait. Ouais. Pas, Ça, pas, on peut en parler pendant 2 heures. J'ai pas mal de choses à dire aussi. Mais bon, une prochaine émission voilà. peut-être. Là. Peut-être avec Et donc, d'autres personnes. il faut se battre chacun à son niveau en fait pour faire changer les choses. Et il y a aussi une dernière chose que je dis, c'est que on a des élections, c'est à intervalles pas toujours très rapprochés. On ne sait jamais trop ce que ça va donner, mais il y a une manière bien plus efficace de voter tous les jours. On vote avec son porte-monnaie. On choisit ce qu'on achète et on choisit ce qu'on n'achète pas. On choisit à qui on donne de l'argent, on choisit à qui on n'en donne pas. Et ça, c'est très important. Il faut l'exercer tous les jours. Oui, tout à Voilà, fait, c'est bien dit. En plus, c'est un petit peu le combat métapolitique, soutenir les initiatives, les marques, tout ce qui va dans le bon sens et plus ou moins boycotter les autres. Et voilà, comme vous l'avez dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et là, ce qu'on est en train de faire à notre petit niveau, à travers cette petite entretien vidéo, ça contribue aussi. Voilà, et j'espère voilà, que quelqu'un va nous écouter. Et ça va peut-être faire changer certaines mentalités. Voilà, à notre petit oui, niveau. espérons, voilà. Voilà. Mais merci beaucoup, c'était très intéressant. Et restons en contact. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer bientôt au Luxembourg ou ailleurs. Et Oui, ben, voilà, salutations à tous nos compatriotes qui sont expatriés au Luxembourg. voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Jean-Manuel. À bientôt. À très bientôt. Au Bye revoir. bye.